Juste avant d'introduire mon propos, je voulais évidemment avoir une pensée pour mon directeur de thèse, donc Monsieur Antoine Laurent Serpentini, avec lequel j'ai commencé à travailler sur la presse. Donc je voulais, dans le cadre de ces conférences, retracer les grandes lignes de l'évolution de la presse insulaire. Donc, en partant de la presse comme organe du pouvoir créé par les hommes d'État, au début, à la fin 19e, début 20e, la presse qui est un miroir de la société, miroir déformant évidemment de la société insulaire. Donc, dans une première partie, la presse au service de l'État, avec évidemment au départ au service des révolutions, de la révolution corse avec l'impression des ragguagli dell'Isola di Corsica, donc ragguagli qui signifie nouvelle, compte rendu, qui paraît de 1760 à 1769, qui est un journal officiel et qui veut faire part aux Corses de tous les événements qui se passent en Corse et qui se veut dans une certaine mesure être objectif, puisqu'il parle également des défaites militaires, pas seulement des victoires, mais il évoque également la vie économique du pays. Et il a également l'ambition, puisque là vous voyez qu'il est partagé en deux entre le nord et le sud, il a également l'ambition de donner des nouvelles de toute la Corse pour essayer de faire l'union des Corses entre eux, puisqu'à l'époque on est beaucoup plus d'un village ou d'une piève que de la Corse entière. Et pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait évidemment un sentiment d'appartenance. Donc ce journal qui est extrêmement important puisque la politique culturelle de Pascal Paoli en fait quelque chose d'important dans l'Europe des Lumières. Ce journal va s'arrêter évidemment avec la fin de l'aventure paoline. Et ensuite, il n'y a pas eu de journaux publiés pendant l'époque de la monarchie française. Il faut alors attendre la Révolution française pour qu'il y ait de nouveau des journaux publiés en Corse. Donc la Révolution française instaure la liberté de la presse. Et c'est dans le cadre de cette effervescence politique que des hommes vont vouloir faire part de leurs opinions. Ça va être tout d'abord le cas de Filippo Buonarroti, que vous avez ici. Donc Filippo Buonarroti, c'est un Pisan qui est exilé du Grand-Duché de Toscane à cause de ses idées révolutionnaires et qui va créer en 1790 le Giornale Patriottico di Corsica, qui est un organe de diffusion des idées révolutionnaires, qui publie notamment les comptes rendus des délibérations de l'Assemblée nationale, et qui également parle beaucoup de la diffusion des Lumières en Corse, et notamment de l'instruction. Et par contre, c'est une source précieuse pour l'histoire de la Corse de l'époque, puisqu'il parle de deux événements majeurs de cette année 1790, qui est d'une part le retour en Corse de Pascal Paoli, dont il est un fervent admirateur, du moins au début, avant de s'éloigner, et d'autre part du débat qui a lieu autour des départements, puisque la Révolution française crée les départements, et de savoir si la Corse doit faire un ou deux départements. Et dans un premier temps, c'est la solution d'un seul département, avec Pascal Paoli à sa tête, qui est retenue. C'est également une publication très anti-religieuse, qui va créer par la suite, en 1791, des problèmes à Filippo Buonarroti, puisqu'il va être, lors des journées contre-révolutionnaires de Bastia de juin 1791, il va être obligé de s'exiler. Le second journal publié à l'époque de la Révolution française va être pendant le royaume anglo-corse. Donc Pascal Paoli, qui s'éloigne peu à peu de la France, se retourne vers son soutien de l'Angleterre, et ça va être la création du royaume anglo-corse de 1794 à 1796. Et en 1796 va être publiée la Gazzetta Corsa. La Gazzetta Corsa, c'est un journal qu'il est assez difficile d'étudier, puisqu'il est difficile d'en trouver des exemplaires. Alors il y en a deux aux archives de Corse du Sud. Il y en a un dans le petit musée à Bandera à Ajaccio, et il y en a également un au Public Record Office de Londres.
Mais voilà, ça ne fait que 4 exemplaires alors qu'il a dû être publié pendant une année entière. Donc lui, c'est un journal qui soutient le royaume anglo-corse, donc contre-révolutionnaire, et qui est fidèle aux principes monarchiques et qui donne souvent donc des nouvelles de la cour de Londres. Et ensuite, il y aura à nouveau plus de journaux publiés sous Napoléon. Et il faudra donc attendre la période de la Restauration, donc après la chute du Second Empire. Et là, on est toujours dans le cadre de publications créées dans un but essentiellement politique et administratif. Donc ça va être le cas du journal de la Corse, qui s'appelle donc dans un premier temps un journal du département de la Corse, qui est une création donc préfectorale en 1817 pour être la voix de la préfecture. Je cite, « Les actes administratifs y gagneront une utile publicité et les maires qui pour la plupart connaissent peu le français y trouveront en italien la substance des lois qui les intéressent. » Donc vous voyez sur le premier numéro, donc il est publié en bilingue, donc il va rester publié donc de manière bilingue jusqu'en 1824. Et après, si on lit, donc si on regarde avec précision le journal, on se rend compte qu'il y a toujours des articles qui sont publiés en italien, mais qui sont des articles assez particuliers, donc jusque dans les années 1830 et même 1840, qui sont les articles sur la perte de chevaux. Donc là, qui s'adresse à une autre catégorie de la population, qui s'adresse plus aux élites des villages pour les lois et les décrets, mais qui s'adresse véritablement à une population beaucoup plus rurale. Et parfois, il y a même juste la description du cheval qui est faite en italien. Et donc, à part donc ces articles, ce journal ne publie pas d'informations sur la vie en Corse. Ça va être que plus tard, au cours du XIXe siècle, où on va véritablement commencer à parler des événements qui se déroulent. Et en tant que création donc préfectorale, le préfet ne s'était pas soumis donc aux obligations qui étaient les siennes, c'est-à-dire de payer un cautionnement, c'est-à-dire de payer une certaine somme chaque année donc à l'administration pour la publication d'un journal politique. Et il n'avait pas non plus de gérant responsable. Il va alors être appelé à l'ordre donc en 1830. Et il s'explique donc ainsi donc au ministre de l'Intérieur. Quoiqu'il parût sans cautionnement et sans gérant responsable, j'avais pensé qu'il ne devait pas cesser d'être l'objet d'une mesure exceptionnelle, qu'il importait de ne pas rompre le seul lien de communication à l'intérieur de la Corse avec la mère patrie et de répandre de temps à autre dans tous les points d'une île encore loin de la civilisation des germes de sociabilité, des principes de tolérance, de liberté, de patriotisme et de dévouement à la France et au roi des Français. Donc voilà, ce journal est censé donc apporter la civilisation donc en Corse et il va être obligé donc de se soumettre aux nouvelles réglementations donc à partir surtout de 1836. Donc c'est un journal qui, selon donc son principe de départ, est un journal gouvernemental et qui va changer d'opinion selon les différents régimes en place au XIXe siècle et les régimes changent beaucoup. Donc à partir donc de la Révolution de 1830, il va changer de titre pour le journal libre de la Corse, c'est l'exemplaire que vous avez à côté. Et ensuite, sous la Seconde République, sous les débuts de la Troisième République, il va changer de titre encore pour le Républicain. Mais justement, donc cette révolution de 1830 qui est née donc en partie à cause donc des ordonnances du roi Charles X. Donc l'une des ordonnances était contre la liberté de la presse. Cette révolution et le régime qui s'en suivit, donc la monarchie de Juillet, va être plus favorable à la presse. Et donc c'est sous ce régime que se situent les débuts donc de la presse d'opinion en Corse. Bon, c'est un régime plus favorable, mais ce n'est pas évidemment la liberté de la presse. Donc la presse d'opinion va naître à Bastia, puisque Bastia reste la capitale intellectuelle de Corse. Ajaccio est encore une petite ville qui reste juste, dans un premier temps, la capitale administrative.
Et dans le premier journal, donc, est publié en 1833, donc peu de temps après la Révolution de 1830, et est publié donc dans l'imprimerie Fabiani, dont M. Thiers nous parlait tout à l'heure. Mais il va y avoir donc cette imprimerie Fabiani, c'est l'imprimerie qui fait partie du clan au pouvoir donc sous la monarchie de Juillet, qui est le clan Sébastiani, qui donc deux frères, donc Horace et Tiburce, donc Horace surtout est plusieurs fois ministre et ensuite diplomate, et c'est eux donc qui détiennent le pouvoir. Et cette revue de la Corse va changer ensuite de titre pour l'Insulaire français, dont vous avez ici donc un exemplaire avec donc un bateau à vapeur qui est synonyme de moyens de communication performants et vraiment de modernité. Et vous avez donc, vous voyez que la typographie est très resserrée, qu'il y a un grand article politique, et que sur la dernière page, il y a souvent des annonces littéraires qui sont, elles, encore en italien. Et donc l'insulaire français, il fait partie donc du clan Sébastiani, et il est notamment aidé par le préfet qui lui donne de l'argent pour le cautionnement et qui prend aussi un certain nombre d'abonnements, puisqu'à cette époque, le journal est vendu uniquement par abonnement, on ne vend pas les journaux au numéro. Et donc cela montre le soutien que le pouvoir en place adresse donc à ce journal. Mais les opposants donc au clan Sébastiani, qui se trouvent surtout dans le domaine des avocats donc à l'époque, vont vouloir créer un journal concurrent qui va s'appeler donc l'Écho de la Corse, qui est créé donc en 1838 par surtout Joseph-Marie Jacobi, qui est de tendance républicaine. Donc ce journal-ci, lui, il est publié par l'imprimerie donc concurrente des Fabiani, qui est l'imprimerie Battini. Et qui, Battini, lui, n'est pas un idéologue et qui va se vendre au plus offrant. Donc, pour mettre un terme à ce journal qui déplaît donc fortement aux Sébastiani, on va offrir donc un contrat à Battini qui va partir donc travailler pendant 3 ans à l'imprimerie à Ajaccio. Mais dès qu'il rentre, donc il part de 1839 à 1842, dès qu'il rentre, les anciens associés donc, de l'Écho de la Corse vont retourner le voir pour créer un nouveau journal. Ce nouveau journal va s'intituler Le Progressif de la Corse. Et pour le préfet, c'est un journal d'une hostilité et d'une violence égale à sa mauvaise foi. Les passions les plus funestes sont excitées et tous les scandales se produisent avec une incroyable audace. Ce journal, lui, va disparaître en même temps que l'imprimerie Battini, qui disparaît pour une question d'édition, de n'avoir pas demandé d'autorisation pour la publication d'un ouvrage. Et ensuite, ce journal, donc le Progressif de la Corse, va reparaître pendant la Seconde République. C'est pour cela qu'il s'intitule Le Progressif de la Corse de 1850. Et là, donc, cette nouvelle tentative, toujours avec la même équipe éditoriale, ce journal va être supprimé peu avant le coup d'État qui donnera naissance donc, au Second Empire. La presse est vue donc à cette époque comme quelque chose d'extrêmement dangereux, et c'est notamment donc les raisons pour lesquelles on refuse à Jacques Luciani, donc qui est un Cortenay, de créer une imprimerie pour par la suite créer un journal. Donc je vous donne donc l'opinion du préfet. Je cite: La Corse, dit-il, n'est pas faite pour certaines institutions. Les passions sont trop incandescentes et l'expérience a prouvé que l'on y abuse d'une manière bien scandaleuse des moyens de publicité que donne la presse. Donc ensuite, donc sur la période du Second Empire, les choses vont un petit peu se modifier, puisqu'il va y avoir une création beaucoup plus importante de journaux, puisque 16 journaux vont être publiés donc en Corse sous le Second Empire, dont 13 sont des créations. Donc 5 parmi ces journaux vont être des journaux politiques, et il y a également donc des journaux plus littéraires, comme l'Abeille de la Corse que vous avez ici,
ou encore la Revue littéraire de la Corse, qui est publiée donc en 1859 à Ajaccio. Mais donc ces expériences sont assez brèves, puisque donc la Revue littéraire n'est publiée que pendant l'année 1859. Et sous le Second Empire, donc, est mis en place une politique qui est assez restrictive au niveau donc de la presse, puisqu'il y a donc une politique d'avertissement, de procès de presse qui sont assez nombreux, et de suppression de journaux comme pour le Progressif de la Corse, et également, au contraire, de subventions pour les journaux qui sont favorables au gouvernement. Mais dans la période plus libérale donc, de l'Empire, donc dans la phase libérale de l'Empire, à partir de 1868, vont être publiés donc 2 journaux politiques. Le premier, Le Gaulo, c'est un journal qui va attaquer de manière assez vigoureuse le préfet de la Corse. Et le second, qui est beaucoup plus connu, c'est donc La Revanche. Donc la Revanche va être connue donc surtout pour l'assassinat de Victor Noir. Donc c'est un journal d'une grande violence politique dont le procureur de Bastia déclare à son sujet. En France et à Paris, surtout, le bon sens public finit par faire justice de toutes les exagérations. Dans un pays comme la Corse, où le sang est facilement versé, la polémique injurieuse de La Revanche aura, je le crains, des conséquences funestes. Donc, ce qui a été le cas, puisque à la suite d'une série d'articles publiés par Pascal Grousset contre les Bonaparte et en particulier le prince Pierre, il y a eu une réplique dans l'Avenir de la Corse, donc qui est un journal corse de Paris, et un duel a été envisagé. Et lors de l'envoi des témoins, le prince Pierre donc a tué Victor Noir, et cela a créé donc une vive émotion en Corse comme sur le continent. Et le prince Pierre a été donc incarcéré, mais par la suite, il sera donc acquitté. Cet épisode montre que la presse commence à être plus libre sous la phase, donc la dernière phase du Second Empire, avant évidemment donc la grande période de l'âge d'or de la presse, donc à partir de la Troisième République. La Troisième République va modifier de manière radicale la législation sur la presse et l'imprimerie. Donc, elle va supprimer le brevet d'imprimeur. Donc, tout le monde va pouvoir devenir imprimeur et créer donc par la suite un journal. Et surtout, à partir de 1881, donc la grande loi sur la liberté de la presse. La presse va connaître alors un fort développement en Corse, puisque plus de 200 journaux vont être publiés sur la période 1870-1914. Ceci est dû évidemment donc également à l'amélioration des moyens de transport, notamment le train sous la Troisième République. Donc le fait d'avoir des nouvelles fraîches, puisque c'est important pour la presse. Et également la baisse du prix du journal, puisqu'à partir de la Troisième République, le journal donc, va être vendu donc, au numéro et à 1 sou, c'est-à-dire donc à 5 centimes, ce qui en fait donc quelque chose de populaire. Et il y a donc un fort engouement pour la presse dans l'île. C'est ce que dit donc Paul Bourde dans un témoignage donc, en 1887. Donc je cite: « Le voyageur qui débarque est assailli dans les rues par de petits crieurs de journaux dont l'accent ignore les syllabes muettes et dont l'aplomb ne cède en rien à celui des camelots du boulevard. Le voyageur apprend dans ces journaux que les adversaires du journaliste sont d'incommensurables coquins ou de monstrueux imbéciles, car on se tire à balles dans la presse corse comme dans le maquis, c'est le ton ordinaire de la première page. » Et donc, je vous ai dit que sur la période, il y avait plus de 200 journaux. Évidemment, tous ces 200 journaux, il y en a eu donc beaucoup qui ont été éphémères. C'est le cas des 2 que vous avez ici. Bon, la Justice Corse, c'est un cas à part puisqu'il n'y a eu qu'un seul numéro. C'était donc à l'occasion d'un procès, c'est-à-dire qu'avant on publiait sous forme de brochure. Là, étant donné qu'un journal c'est encore moins cher, on va publier sous forme de journal. Et le Vengeur ajaccien qui n'a eu que quelques numéros.
Mais il y a eu par contre de grands journaux donc à l'époque, dont les titres sont encore dans les mémoires, Le Petit Bastiais, Bastia Journal, le Journal de la Corse, qui eux sont publiés entre 3500 et 4000 exemplaires. Et donc, à cette époque, comme la presse est libre, il va y avoir donc une diversité des opinions politiques. Et dans un premier temps, il va rester donc des journaux bonapartistes, surtout à Ajaccio, qui reste vraiment le dernier précaré donc du bonapartisme, avec donc dans l'imprimerie de Joseph Pompeani, qui est un militant bonapartiste, donc avec dans un premier temps l'Écho d'Ajaccio, et qui va ensuite, donc à cause de problèmes judiciaires, se transformer en l'Aigle. Ensuite, il y a donc les journaux qui sont républicains, surtout autour d'Emmanuel Arène, qui est le député d'Ajaccio, qui représente vraiment le personnage de l'adhésion de la Corse à la République, qui va aider donc les journaux, on s'en rend compte donc au travers de correspondances privées, qui va aider donc notamment l'Union républicaine par justement des prises d'abonnement. Et il va y avoir donc toute une série de journaux qui vont être autour de ce personnage, comme notamment le Journal de la Corse. Et ensuite, donc au début du XXe siècle, il va y avoir donc là une presse de militants qui sont des personnages plus particuliers, comme c'est le cas de Louis Coste, du village de Cogno, qui est le secrétaire de la Fédération socialiste corse, donc jusqu'en 1919, et qui va donc dans son œuvre de propagande vouloir publier donc plusieurs journaux. Donc il publie donc en 1902 le Socialiste corse, mais ce journal n'a eu que quelques numéros. Et ensuite, donc, il va y avoir un autre journal socialiste de 1904 à 1906, mais qui va s'arrêter aussi assez rapidement. Et là, donc, à travers sa correspondance, on se rend compte de toutes les difficultés que l'on a à publier donc un journal en dehors des clans et en dehors des grandes tendances politiques, et notamment donc. En 1907, la jeunesse socialiste bastiaise a eu également donc l'ambition de créer un journal sous le titre de l'Ère Nouvelle, mais elle a renoncé donc à ce projet, et Léon Long, qui en est le secrétaire, donc s'explique. J'ai appuyé de toutes mes forces l'idée et j'ai engagé tous les camarades que je pouvais convaincre à se rallier autour de moi, mais des objections ont été formulées et parmi les raisons qui ont été invoquées, on a souvent insisté sur le manque d'organisation sérieuse pour pouvoir soutenir un journal et que pour ne paraître que 4 ou 5 fois, il valait mieux encore ne pas paraître. Bref, la jeunesse a décidé de ne pas pouvoir prendre pareille initiative qui lui semblait au-dessus de ses forces. Et donc ensuite, ce n'est qu'en 1919 qu'il va y avoir la création donc d'un journal socialiste pérenne. Donc la Troisième République a permis donc une diffusion d'idées politiques plus importantes, mais également donc à cette époque, la presse est plus proche de la société, puisqu'il est donc assez facile pour la population de publier donc un article dans un journal. La professionnalisation du métier de journaliste n'est pas encore donc aboutie. Et par exemple, on a l'exemple de Joseph-Antoine Canasi, dont on a la correspondance ici à la médiathèque culturelle de la Corse, qui est donc du village de Nocette, qui va faire une carrière ensuite dans les colonies, et qui écrit donc à un de ses amis qu'il est donc à Corté, qui pousse la porte de Corté Journal qui se trouve alors sur le cours pour proposer un de ses articles. Et il va avoir comme cela plusieurs articles qui vont être publiés, donc où il parle de son village de Nocette. Et il va publier également diverses gravures, puisque c'était aussi un de ses intérêts. Et donc ces journaux s'intéressent également à la vie quotidienne de la Corse, notamment le Petit Bastiais.
qui va publier de nombreuses lettres de lecteurs dans lesquelles on va se plaindre de la saleté de la ville de Bastia, de l'état du pavement des rues ou alors encore des bruits nocturnes. Bon, ceci va s'arrêter au début du XXe siècle. Il y a également une presse qui va être créée dans les villages, comme on le voit dans les titres « L'avenir de Sartène »,« Le sans-peur de Vénaco » ou encore « La Balagne ». Et donc, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, différentes couches de la population peuvent accéder donc au journalisme. Et c'est le cas également de la jeunesse, et notamment donc des lycéens, les lycéens qui sont à cette époque, qui font à cette époque partie de la bourgeoisie, qui vont publier donc toute une série de journaux comme l'exemplaire que vous avez ici, Stella, mais qui vont également copier donc les titres de journaux du continent comme le Chat Noir, le Chat Noir ajaccien ou le Chapeau claque. Et donc enfin, la presse devient également un acteur culturel à cette époque. Les journaux qui sont publiés à cette époque, donc on l'a vu, ne sont plus uniquement politiques. Ils sont également littéraires. Il y a aussi la création donc des revues avec le bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, qui est créé en 1881. Mais au niveau de la langue corse, la presse va aussi avoir un rôle, notamment donc le Petit Bastiais, qui va publier donc dans ses colonnes en feuilleton donc les comédios, les petites comédies de Vatel Pesca. Et quand il va voir qu'elles ont beaucoup de succès, il va les publier ensuite sous forme de brochures. Et ensuite, évidemment, donc en 1896, donc la publication donc d'Atramontana, qui là est un journal donc extrêmement important puisqu'il veut faire sortir donc la langue corse des expressions typiquement corses comme les poésies, les proverbes, pour dire que l'on peut parler de tout en langue corse. Donc à Tramontana, qui va cesser pendant la Première Guerre mondiale et qui ensuite va être de nouveau publié en 1919. C'est important parce que d'une manière donc générale, la presse est beaucoup plus favorable que l'édition donc à la langue française. Et ensuite donc pour montrer également que la période de la Première Guerre mondiale n'a pas été donc un vide culturel, même s'il y a des journaux qui ont cessé leur publication à cause des problèmes évidemment de manque de papier et d'imprimeurs qui étaient sur le front. Il y a eu donc la création donc à Marseille donc du journal A Corsica, qui est donc là également donc un journal donc en langue corse qui s'adresse aux soldats sur le front, qui est distribué donc gratuitement aux soldats sur le front, qui est un journal qui publie surtout des poésies et qui là dans la même lignée qu'à Tramontana, qui utilise la langue corse, mais sans déclaration politique au départ, ce qui change évidemment donc après la Première Guerre mondiale, où là c'est un acte politique de créer donc un journal donc en langue corse. Donc pour conclure, c'était pour vous montrer les grandes lignes des évolutions de la presse corse, qui est passée donc du statut d'outil de pouvoir à un miroir évidemment déformant de la société. Et la presse, donc, à la fin de la période, évidemment, son pouvoir est un peu diminué par les problèmes rencontrés lors de la guerre, mais elle reste le moyen de communication principal et fortement donc apprécié de la population insulaire. Je vous remercie de votre attention.